Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. La vie est un combat. Et c'est bien comme ça. Être citoyen, c'est de l'autre côté, d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, je vous informe que le régime syrien d'Assad n'existe plus. Ces heures sont comptées, c'est-à-dire dans 99% des cas, c'est la chute qui est déjà annoncée, inévitable, elle est arrivée. Alors, comment le régime syrien est-il arrivé là? Ce n'est pas sorcier. Vous savez tout ce qui s'est passé. C'était passé des printemps arabes de 2011, où en Syrie aussi, on avait déjà lancé les printemps arabes, mais ce fut bloqué par l'intervention déjà de la Russie et de doutes occidentaux et notamment américains. Barack Obama ne voulait pas rentrer dans ce conflit-là où la Russie de Poutine a une base militaire là, l'unique base militaire de la Russie à l'étranger. L'unique base militaire des Russes à l'étranger, c'est en Syrie, en terre alaoui. Et donc, Barack Obama avait tout botté en touche, alors qu'on avait déjà les va-t-en-guerre. Il y avait déjà François Hollande de la France, Cameroun, c'est vrai Cameroun, oui c'est ça, britannique, mais qui fut temporisé par Barack Obama. Donc on avait laissé la porte ouverte à l'Assad qui avait massacré tant de populations depuis 2011. Il ne cesse de massacrer là-bas. Et donc, beaucoup de ces Syriens-là ont fui partout dans le monde, et notamment en Turquie ou dans les pays voisins, surtout la Turquie, etc. Et donc, voilà comment on est arrivé là. Donc, ça a duré combien? 2011 à nos jours, vous le savez. Donc, toute dictature a duré de vie limitée. Tout a un début et une fin. Donc, en réalité, ce sont les enjeux géopolitiques régionaux qui ont précipité la chute du régime d'Assad. Au regard du contexte déjà géostratégique entre l'Occident et le Sud global, d'un côté, mais de l'autre côté, vous avez aussi l'influence iranienne, qu'on veut réduire cette influence. Vous savez qu'il y a les conflits Proche-Orient avec l'Israël, les Hezbollah et tout compagnie. Donc, on veut réduire au silence l'influence iranienne au Proche-Orient. Et aussi faire tomber ce régime-là de Bachar al-Assad, parce que c'est l'allié des Russes. Vous voyez là, il y a beaucoup d'enjeux là, géopolitique déjà entre le nord et le sud, en géopolitique entre l'Israël qui est là aussi, vous voyez déjà ça. Donc en réalité, on parle que derrière la débâcle du régime d'Assad se cachent les Turcs d'Erdogan et les
Britanniques. Donc là, c'est l'OTAN. Donc l'OTAN, c'est qui? Ce sont les Américains. Et donc, vous voyez déjà ça, c'est ce jour-là. C'est stratégique. Bon, donc, avec la chute du régime syrien, Erdogan va certainement se renforcer dans la sous-région. Et le processus de balkanisation de la Syrie sera engagé. On est bien d'accord? Donc là, qu'est-ce qui va se passer là? Ceux qui vont gagner et ceux qui vont perdre. Ceux qui vont gagner, c'est Erdogan, les Turcs. Ceux qui vont gagner, ce sont les Israéliens. Ceux qui vont perdre, ce sont les chiites et les Hezbollah, etc. Explication. Donc, nous allons commencer déjà par voir la composition ethnique de la Syrie. Vous savez qu'il y a deux religions principales, il y a deux principales religions dans le Moyen-Orient. Il y a les sunnites et les chiites. C'est exactement comme dans le christianisme, il y a des cathos et des protestants. Les cathos, ce sont les sunnites. Et les protestants, c'est un peu comme les chiites. Et le temple des sunnites, c'est la Mecque. C'est la Mecque, le temple des sunnites. Des sunnites. Les sunnites s'étendent toute l'Afrique du Nord ou le Maghreb, où la religion musulmane est pratiquée en Afrique, et notamment dans le Maghreb, ce sont des sunnites, arabes sunnites. Donc le temple des arabes sunnites, c'est la Mecque. On est bien d'accord? Bon, maintenant les sunnites. Les sunnites couvrent déjà le Maghreb, puis une grande partie du Moyen-Orient. Tout presque. Et puis il reste les chiites, c'est-à-dire comme les protestants. Et donc leur siège c'est en Irak, à Karbala. C'est là où ça va se passer, à Karbala. Donc voilà déjà au niveau de là. Donc entre eux, ils sont des musulmans, bien entendu. Mais il y a, voilà, entre protestants et cathos, vous voyez comment ça fonctionne. Hein? Il y a eu la Saint-Barthélemy ici en Europe. Au XVIe siècle, on est bien d'accord. Bon, donc vous voyez déjà, c'est comme ça entre les sunnites et autres, c'est pareil, l'histoire des religions. Maintenant, analysons maintenant de ce que nous avions déjà de la composition des sunnites et des chiites. Alors voilà la composition réelle de la population, des groupes ethniques en Syrie, pour comprendre ce qui va se passer et les conséquences à venir. Du point de vue géopolitique, bien entendu. D'abord, le groupe ethnique majoritaire, ce sont les Arabes sunnites, c'est-à-dire comme les catholiques. Ce sont des sunnites qui sont à 70% majoritaires en Syrie. Après, les Arabes sunnites arrivent, deuxièmement, ça arrive les Alaouites, les Arabes alaouites. 10%, c'est l'ethnie du régime, de père en fils, c'est leur ethnie, c'est 10%, les Alaouites. Ils sont du côté un peu de la Méditerranée là, quand tu vois l'ouverture de la Syrie sur la mer Méditerranée, donc c'est un peu la tribu là. Je pense là où se concentrent aussi les bases militaires russes. Et les Alaouites. Donc Assad, ce sont les Alaouites. 10% de la population. Après arrivent ce qu'on appelle les Kurdes sunnites. Les Kurdes sunnites, ils sont plus à l'est. La frontière entre la Turquie et l'Irak, etc. Voilà, là-bas.
coupe cette partie-là, ils sont plus de 8% de la population. Et puis arrivent les chrétiens orthodoxes, 3%, puis les Syriens orthodoxes, 2%, voilà, choses comme ça. Maintenant, si Al-Assad chute, on regarde la composition ethnique et des enjeux géopolitiques. En fait, la Syrie, la situation de la Syrie, c'est un peu la situation inversée, ou, bon, pas inversée, c'est un peu comme ce qui s'est passé en Irak. Vous savez, l'Irak, avant la chute de Saddam Hussein. Saddam Hussein fut un arabe sunnite, mais ils sont minoritaires en Irak. En Irak, la majorité sont des chiites. Et dès la chute de Saddam Hussein, ce sont les chiites qui avaient en profité pour renverser la minorité sunnite qui gouvernait l'Irak. Vous voyez déjà ça? Donc, Saddam Hussein chute. C'est la minorité sunnite arabe. Et la majorité, c'est les chiites. Et donc, ils ont pris la pression, ils ont pris le pouvoir. Depuis, ce sont les chiites qui dirigent l'Irak. Ils sont à plus de 60% de la population irakienne est chiite. Chiite, c'est-à-dire comme les protestants. Dans leur Mecque, c'est à Karbala, en Irak. Tu as pensé toujours Karbala, c'est comme la Mecque pour les sunnites. Karbala, ok, très bien. Je vais parler en détail, on pourra encore discuter mieux que si on pouvait, j'avais le temps. Bon, donc, la chute de Saddam Hussein, ce sont la majorité qui a pris le pouvoir, c'est-à-dire les chiites jusqu'à nos jours. Maintenant, ce qui va se passer en Syrie. Je voulais dire que la majorité, ce sont les sunnites, les arabes sunnites, qui s'étendent jusqu'en Afrique du Nord. Majoritairement, la religion pratiquée en Afrique musulmane est sunnite, arabe, sunnite. Donc toute l'Afrique est dirigée en réalité par les sunnites. Voilà. Et donc les sunnites, c'est 70% de la population syrienne. Or, ce pays-là, depuis la nuit des temps, fut dirigé par une minorité alaoui, 10%. Et donc, avec la chute de Assad, bon, comment on va se faire? Est-ce que maintenant il faut voir la composition de ces rebelles? Ces rebelles-là arrivent. Bon, donc est-ce que ça va se passer comme ça s'est passé en Irak, où la majorité avait pris le contrôle? C'est-à-dire les chiites avaient pris le contrôle. Est-ce qu'il va se passer aussi en Syrie? La majorité, c'est-à-dire les arabes sunnites, vont prendre le contrôle. Maintenant, il faut voir la composition des rebelles. Est-ce que ce sont des arabes sunnites ou des kurdes sunnites qui sont là, 8%? Donc, de toute façon, il y a entre arabes sunnites et kurdes sunnites. Mais l'enjeu d'Erdogan n'est pas la balkanisation. Il ne veut surtout pas la balkanisation parce que là-bas, les Arabes, les Kurdes sunnites, ils veulent eux aussi former c'est-à-dire, ils veulent former un État, qu'on appelle l'État kurde, parce qu'on trouve les Kurdes, les Kurdistan, je ne sais pas quoi, voilà, des choses comme ça. Donc, une partie de la Syrie, une partie de la Turquie et une partie de l'Irak. Ils veulent former l'État kurde. Or, Erdogan, les Turcs ne veulent pas parce que sinon, leur pays aussi, une partie sera balkanisée. Parce que c'est un peu comme chez nous, si on voulait former l'ancien royaume Congo, avec K. Donc on prend une partie de l'Angola, une petite partie aussi de la RDC, une petite partie du Congo-Brazzaville, une petite partie du Gabon, englobé avec le Kabinda. Donc on forme là. Donc vous voyez des bazars qui ça veut dire au niveau des langues, au niveau des points, ce n'est plus le même royaume avant tout. Donc vous voyez les bazars là. Donc ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire c'est comme l'ancien royaume Congo, qui prend une partie de l'Angola, juste en bas à Congo, il prend en RDC le Congo central,
et puis chez nous, le Sud Congo, Brazzaville, et puis une petite partie du Gabon, et voilà, les Vili. Et donc, voilà, donc vous comprenez ça. Donc là-bas, donc, ils cherchent à conférer un État qui s'appelle l'État Kurdistan. Et donc là, Erdogan n'en veut pas. On peut certes faire tomber les régimes alaouites d'Assad, mais surtout pas. Donc il y a beaucoup d'enjeux là pour la Turquie et qui risque de se retourner contre lui, contre son régime après. Parce que c'est qu'il joue avec le feu, hein, Erdogan. Il joue avec le feu en fait. Bon, au niveau de cette situation-là, c'est intéressant. Donc il faut voir la composition des rebelles qui arrivent là, puisqu'ils sont surtout managés par l'Occident. C'est-à-dire la Grande-Bretagne, les États-Unis, et voilà. Maintenant, Israël est dans le coup. C'est celui qui va en profiter, puisque avec la chute d'Assad, bon, si les sunnites prennent le pouvoir, bon, il est certain que le Hezbollah, qui est chiite, il va être affaibli. Donc nous aurons plus. Donc l'Israël va s'essouffler, donc Hezbollah et les Hamas. Ils vont essayer, voilà, ils vont s'affaiblir. Donc ils vont affaiblir les Hezbollah libanais et les Hamas Gaza, qui est déjà en lambeaux. Et donc là, ce qui se passe au Yémen là-bas, voilà, parce que les canaux de Suède, là, ce sont comment on appelle ça, les minorités là, qui est une groupe ethnique qui est au Yémen qui fout le bazar dans l'entrée du canal de Suez et tout compagnie, comme on l'appelle les Tutsis yéménites. Donc, ce sont des alliés de l'Iran. Donc, l'Iran va perdre plusieurs satellites. Donc, il va perdre peut-être ses alliés en Yémen, c'est-à-dire les Tutsis, et puis perdre Hezbollah va être affaibli, et puis la Syrie n'aura plus d'influence. Donc c'est l'Israël qui va quelque part en tirer voilà. Donc il y a ces enjeux-là, vous comprenez ça. Donc nous, pour nous, le peuple congolais, bon, la situation là, on voit comment les Blancs, les Occidentaux, quand ils décident de virer, ils font. Nous, on est là, depuis que Sassou Nguesso nous tue, nous déclasse, nous emprisonne, nous force à l'exil, nous fait tout ce qu'il veut, et nous sommes là en train de pleurer. Regarde, bah, ils ont organisé, ils sont allés. Donc les Occidentaux, là, quand ils décident, et autres, comme chez nous, dans la sous-région d'Afrique centrale, à tout instant, si les Occidentaux décident de réorganiser l'Afrique centrale, ça va très vite. Mais pourquoi pas nous-mêmes prendre notre responsabilité d'avance? C'est ça le problème. Pourtant, le fouillis est mieux, Sassou est aux abois. Il est venu faire son petit numéro ici, à Paris, en finançant la construction de la basilique, la cathédrale, comme donateur, un gros donateur, comme l'avait fait la COP 21. Vous savez que la COP 21, Sassou avait financé à hauteur de 50 millions de dollars. Joseph Kabila, 50 millions de dollars. En réalité, cette COP 21 a bien coûté autour de 150 millions de dollars. Mais les 100 millions de dollars ont été donnés par Sassou Nguesso et Joseph Kabila pour se maintenir au pouvoir. Chez nous, en 2015, changement de constitution, où le président François Hollande avait donné quitus à Sassou Nguesso de changer de constitution et de massacrer les Congolais. Sassou le reconnaît. Donc il veut jouer à ce jeu-là. Mais sauf que c'est grillé. C'est grillé. Peine perdue. Donc, on le sait comment il est venu là pour jouer ce jeu-là. La population là-bas dans la merde. Et autres. Et ça bouscule partout. Depuis le printemps arabe. Et jusqu'à aujourd'hui. Et ça s'échauffe en Syrie. Et nous sommes là comme les moutons en train d'envoyer des boules pillantes entre nous. Donc, pour les donneurs d'ordre, les parrains de Sassou Nguesso, ils disent qu'il n'y a pas de crise politique au Congo, il n'y a pas de crise économique ni sociale au Congo. Sinon, on se rebellait. C'est pas possible. On a quoi comme armée, on a quoi comme peuple, on a qui comme armée, qui comme peuple, etc. Donc nous sommes là, la situation de la Syrie. Et là, comme les élèves, où il y a des étudiants, il y a des gens qui, les autres passent les classes, et vous êtes là, toujours on voit les autres qui passent, même les grades, même les promotions, même tout ça, tous les autres passent, et nous sommes là, les Congolais, en train d'envoyer des boules pillantes entre nous.
jouer aux amalgames, aux sécessionnistes, etc., etc. Mais c'est quoi ce peuple-là? Donc nous avions des soucis anthropologiques, nous-mêmes. Ce sont des soucis anthropologiques. Donc nous devons déjà se barrer des conflits d'intérêts politiques, sociaux, ethniques, culturels et autres. Pensons déjà ensemble d'abord comment virer ce monsieur-là ensemble, comme ça se passe ailleurs. Ce n'est pas les trucs des touillards des lâches, parce que c'est les touillards et les lâches, quand ils ne peuvent plus, ils vont s'en prendre à eux-mêmes, entre eux. C'est ce que nous faisons. C'est comme ça. Donc vous imaginez, Sassou a montré quelque part les limites de notre anthropologie, tant civile que militaire. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est capable de prendre les risques? Il est là et en train de faire. Et tout ce qu'il a montré de toutes les couleurs, depuis l'assassinat du commandant président Martin Gwabi, du cardinal Bibiaïda, du président Massa Badba et de tous les cadres civils, politiques et militaires, des coups d'État et autres, de tout. Il a fait ce qu'il voulait. Et nous sommes là en train d'observer toujours des tampons. C'est quoi ce peuple? Donc il faut se questionner si la problématique est anthropologique. Vous mettez dans la nature, ou vous vous promenez dans la nature, ou même en ville, autre, où vous voyez les animaux, que ce soit les insectes n'ont pas les mêmes degrés d'agressivité que les abeilles, que les guêpes, que les les mouches, c'est pas pareil. Vous voyez déjà ça, c'est peut-être génétique, nous les bantous. Quand on voit dans la nature les buffles, les lions, les gnous, les zèbres, les autres, il y a des modes de comportement. Mais nous aussi, au niveau humanité, peut-être ça. Parce que ce qui s'est passé chez nous, si on était des Arabes, des Blancs, des Asiatiques et des Indiens, etc., ça ne serait plus là. Regardez bien, on l'a monté, la honte. Il est venu ici, on l'a monté des images. Macron ne l'a même pas reçu comme ça publiquement. Alors qu'il est venu faire son numéro. Les lobbyistes de France Afrique ont joué beaucoup avec notre argent pour qu'il soit là, pour montrer que je suis avec les grands de ce monde. Mais peine perdue, ça ne passe plus. C'est pour lui-même. Il est en train de se ridiculiser lui-même et aussi les Occidentaux. Ils sont en train de se ridiculiser, voilà, comment nous on sait déjà, que ce n'est pas bon. Les sens et les significations de la raison, de l'esprit, de la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique qui va avec le droit et la morale, l'intérêt général, tout ça n'ont plus de sens ni de signification. C'est les Occidentaux, tant qu'ils défendent leurs intérêts autres. Donc on peut laisser des peuples autres, mais c'est ça. Même la foi, la spiritualité n'a plus de sens ni de signification. Dans le christianisme, puisque quelqu'un qui a tué l'un des vôtres, dans les conditions là, mais il est là reçu dans le temple du christianisme ou du catholicisme en France, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous voyez comment on voit ça? Ce sont des signes, ce sont des indicateurs. Que ça ne sert à rien d'aller à l'église catholique quand il n'y a pas de ceci, voilà, comme au temps de l'esclavage, la colonisation, donc on nous traite mentalement comme ça. C'est comme ça qu'on peut. Il y a des gens, quand ils ont vu Sassou Nguesso là, il y a des gens qui ont pleuré. Il y a des mails, les disent, comment on voit Ayatonga, comment les Blancs nous font ça? On nous a apporté l'église. Bien entendu, c'est leurs affaires, mais comment ils ont pu encore griller leurs propres valeurs? Sassou se trouve là dans la... Attends, même s'il avait financé avec l'argent des Congolais, on pouvait trouver un truc peut-être dehors, autre, voilà. Mais là, publiquement, cet événement, qui pour nous est non-événement. Et donc, on l'a mis Sassou Nguesso là, il en a financé. Donc, vous avez compris que Sassou, c'est l'homme de combien ça coûte pour la conservation du pouvoir, pour éviter de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas de 99% des dictateurs sont passés par là. Toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. Donc il fera tout, il va tomber, doit tomber. Il doit payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Et donc il vient quoi que l'argent va acheter tout. Donc vous voyez comment il s'est mis là. Donc il y a eu beaucoup de macos. Déjà pour la première phase, c'était déjà les donations. Il a dit, ah tiens, donc il se projette. Vous voyez déjà ça. Qui aurait pensé qu'en 2019, Sassou avait déjà pensé
à 2024 en donnant beaucoup d'argent à la construction de cette basilique ou cathédrale. Qui aurait déjà pensé ça? Non. On voit qu'il y a du feu. Donc l'homme de combien ça coûte? C'est pour cela qu'il a séché l'État congolais. Le pays en faillite, en cessation. Qu'est-ce que ça peut faire quand vous ne prenez pas votre responsabilité de peuple? Donc nous avions ici la situation de la chute d'un despote et qui va bouleverser les équilibres géopolitiques au Moyen-Orient, au Proche et Moyen-Orient. Et je vous l'ai dit que les gagnants, ce sera certainement les Arabes sunnites et Israël. Les perdants seront le régime Assad, les Alaouites et les Hezbollah, c'est-à-dire les chiites. Donc les rapports de force religieuses se rééquilibrent dans la sous-région. Et donc vous allez comprendre par rapport à ce que je vous ai détaillé. Vous pouvez toujours aller voir sur Internet, voir la composition des groupes ethniques de la Syrie et voir comment ça se mélange. Et donc là, voilà. Donc moi j'ai aussi eu la chance d'avoir un voisin alaoui de la Syrie. Mais je vous dis, je l'ai su après. Je l'ai su après. Moi, je voyais Syrien. Mais au printemps arabe de 2011, là, quand ça a chauffé en Syrie, j'ai dit, bon, nous, on était pour le mouvement que Al-Assad dégage, comme c'était les printemps arabes partout. On est bien d'accord. Mais le gars m'a rappelé, attention, il ne va pas tomber, il ne doit pas tomber. Il est fort. Et l'autre, j'ai dit, oui, c'est le nôtre. Et après, quand j'ai fait mes enquêtes, il dit, c'est un alaouite. Ah, mon voisin, c'est un alaouite. Ah, d'accord, à l'époque. Ah, d'accord. Donc, il faut savoir, voilà. Donc, ça change comme, voilà. Donc, comprenez ça. Donc, vraiment, les enjeux, c'est là. Donc, avant de terminer cette vidéo, je vous informe que le régime Sassou Nguesso est aux abois, est occupé, il doit tomber, il va tomber. Donc, tenez bon. Recoupez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous pour le faire partir, il doit partir, il va partir. Et c'est bien comme ça. Justice sera rendue. Même par la torture, il sera rendu. Et donc, vous avez compris. Pour terminer, je vous invite, vous peuple congolais, à motiver les uns et les autres pour que nous puissions franchir la barrière anthropologique, c'est-à-dire la peur. Vous savez que Mandela avait dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Soyons là les gens pour montrer l'exemple aux générations futures qu'on a été capable de dégager nous-mêmes le plus grand despote criminel de tout le temps, que l'ordre occidental, l'ordre France-Afrique n'avait jamais produit dans notre pays. Et qu'il est là toujours en train de financer ces maîtres et autres, les infrastructures, les outils de domination et tout compagnie de ces maîtres, pour qu'ils soient dire, ah oui, tu es le nôtre. Mais en même temps, nous sommes en train de voir. Mais comment un peuple peut-il laisser? Non. La nature a horreur du vide. Prenons conscience de les dégager. Il va partir, il doit partir. Mais sachant que Sassou va partir, il faut que nous vous rappelons ça. Sassou va partir. Mais il va laisser un pays en lambeaux. Parce que si on l'avait dégagé en 2015, nous n'aurons pas l'état actuel du pays. Si on l'avait dégagé en 2016, on n'aura pas l'état actuel du pays. En 2021, on n'aura pas l'état actuel du pays. Et à toute instant, si on n'avait pas fait, on n'aura pas l'état. Celui qui viendra, l'après, Sassou Nguesso là, va faire ça. S'il n'avait pas les matières grises, les stratèges et autres qui vont placer l'ordre, l'autorité, la nation, les patriotismes au-dessus de tout, si vous continuez à jouer avec ça, vous allez vivre l'instabilité chronique de ce pays qui fut fracassé par Sassou Nguesso, un étranger qui est venu avec toute cette racaille d'hommes et de femmes étrangères qui sont venus consommer ce pays-là et jusqu'à nos jours. Ils vont nous laisser un pays en lambeaux et le réveil sera amer. Donc ne pensez pas que ça chute. Ben, bien entendu, au niveau des libertés, la dignité et le fait d'être congolais libre, digne et heureux chez vous, ce sera bien puisque les patriotes, s'ils prennent le pouvoir,
Imaginez-vous qu'il y a des Ayet Tonga, les Roland tout, les Mafimba, tous les gars du pays là-bas, et les Mabilimono, les, 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 les Christian Perrin, tout le monde qui sont là, qui parle, les, les Clément Mirassa, les Mokoko et tout ça, qui prennent tout ça. Plus les militaires qui sont dans le même l'esprit. Vous voyez que vous serez libre. Enfin, vous pouvez dire, enfin, on est chez nous. Parce que vous avez des cerveaux. Les patriotes qui seront là, dans ces instances-là. La matière grise, qui connaissent comment fonctionne ce monde-là. Au niveau géopolitique, géostratégique, macroéconomique, historique et autres. Donc on met les bonnes personnes qui seront là pour conduire le pays là vers l'émergence. Vous avez compris, puisque nous avons la matière grise, nous avons les ressources naturelles, nous avons un pays béni. Donc il nous reste qu'à agiter les neurones. Pour commencer là, agiter d'abord l'adrénaline. Pour qu'on les dégage, après, on verra tout ça après. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.